Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'être avec nous dans The Talent Podcast aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci, bonjour Chloé. Et avant de démarrer dans le vif du sujet, Anaïs, déjà je suis ravie de t'accueillir. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de parler de ton sujet de prédilection, donc du management avec toi. Donc je suis ravie qu'on ait réussi à mettre une date dans l'agenda enfin. Mais avant de rentrer vraiment dans le sujet qui nous passionne, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que les gens ne savent pas de toi. Mais je me suis posé la question depuis que tu m'as dit que tu allais me poser cette question. Et j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo la semaine dernière et je me suis dit, tiens, je vais lui dire ça. Figure-toi que il y a quelques années encore, j'avais une correction de lunettes très, très importante. Et un jour, je me suis dit, j'en ai marre de porter des lunettes. Il paraît que le cerveau est très puissant. Et j'ai travaillé par mon cerveau sur ma vision. Et maintenant, j'ai une correction très, très, très limitée. Et l'opticien et l'ophtalmo ne comprennent pas. Et comment t'as fait ? Eh ben, des trucs un petit peu bizarres. Juste, je me suis dit qu'il devait y avoir des liens corps-esprit, des choses un petit peu perchées. Et de fait, j'avais eu aussi des sujets d'eczéma que j'avais traités avec un magnétiseur. Et je me suis dit, c'est hyper puissant. Et est-ce qu'on n'a pas tous ces super pouvoirs ? J'ai pas toutes les clés, mais sur la vision, ça a fonctionné. Waouh, c'est fascinant. Alors c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode, évidemment, je suis allée écouter quelques-unes des interventions que t'as faites dans d'autres podcasts, notamment. Et je t'ai déjà entendu dire, par des choses plus ou moins perchées, j'ai exploré. Voilà. Donc, je sens qu'il y a des bonnes pratiques à aller creuser avec toi si on veut sortir des sentiers battus. Ouais, voilà. Vous savez quelque chose, un petit bout de moi. Ah, c'est intéressant, très intéressant. On s'en reparlera hors antenne. Mais aujourd'hui, c'est à la fois de ton sujet passion. Donc, pour ceux qui te suivent, et j'imagine une grosse partie de notre audience, notamment sur LinkedIn, tu parles évidemment beaucoup de management, mais sous un angle différent aujourd'hui. J'avais vraiment envie de t'entendre, notamment sur l'effet de balancier inverse qui se crée aujourd'hui et le fait qu'aujourd'hui, peut-être, il y ait beaucoup moins de gens qui rêvent d'être manager. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette image et pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à ce phénomène qui s'inverse ? Oui, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur dans le milieu des RH et je dirais, il y a encore 4-5 ans, le sujet, c'était OK, il faut inventer d'autres types de trajectoires parce que tout le monde ne peut pas devenir manager. Si c'est la seule voie d'évolution possible, on va avoir plein de frustrés. Donc, si on veut garder les talents, il faut construire des trajectoires de leadership, d'expertise, autres. Je te confirme que ça a intéressé beaucoup d'entreprises et de clients. Ouais, et tu vois, dans plein de secteurs, on a construit du coup des tracks d'expertise avec des possibilités de gravir assez basiquement des échelons hiérarchiques liés à de la rémunération du coup. Bien sûr. Et donc voilà, ça a été un gros sujet. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des collaborateurs qui disent « Mais attends, je suis pas obligée de devenir manager, je peux quand même du coup avoir des trajectoires d'expertise avec de la gestion d'équipe transversale, mais j'ai pas à m'embêter avec le management. Génial, je signe où ? Et maintenant, dans un certain nombre d'entreprises, on a le problème inverse avec ces gens qui ne veulent plus devenir managers et des plans de succession qui sont vides. Donc voilà. C'est fascinant et j'aimerais vraiment avoir ton observation terrain, peut-être notamment sur est-ce que tu observes des choses dans des secteurs d'activité en particulier ? Parce que à la fois, je pensais jamais qu'on en arriverait là. C'est-à-dire que, comme beaucoup de cabinets, j'ai accompagné des entreprises pendant des années qui, effectivement, dans leur vivier, savaient plus comment, entre guillemets, décourager les gens de faire du management parce que c'était la seule voie. En même temps, effectivement, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on entend quand même de plus en plus des gens dire est-ce que vraiment c'est pas un peu ingrat ce rôle de manager ? Est-ce que tu as des éléments, des chiffres clés pour parler de cette observation-là et de ce changement qui s'opère ? 2, peut-être. Tu as 53% des gens de moins de 40 ans, donc maintenant je dis c'est des jeunes, des jeunes de moins de 40 ans, qui n'ont pas de fonction managériale et qui n'en veulent pas. Donc pourtant qui sont dans des positions de cadre. C'est intéressant. Et tu as 87% des managers qui trouvent que la fonction est devenue plus difficile qu'avant. Donc voilà, ça te donne un petit peu les causes et les conséquences finalement. C'est édifiant. Je serais curieuse, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, d'avoir ton avis sur est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel autour de l'appétence managériale ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de façon un peu globale ?
Non, moi, j'aime toujours à rappeler que les sujets sont plus contextuels que générationnels. Peut-être que c'est un peu plus exprimé par les jeunes, mais ce n'est que le reflet de l'époque. Tu vois, à l'époque de nos parents et même la nôtre, quand tu démarrais ton parcours, la vision de la réussite dominante, c'était faire carrière, gravir les échelons, devenir manager. Voilà, c'était ça, réussir sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, que tu aies 25 ans ou 40 ans, on revoit un petit peu la vision, la définition de la réussite. Dans un monde qui s'est complexifié, on pourra en parler, il y a plein de petites causes derrière qui, accumulées, amènent à ce phénomène-là. Mais pour faire une réponse courte, non, je crois qu'il faut surtout pas prendre le sujet par un aspect générationnel. Ok, ça me rassure un peu quelque part. C'était dans cette direction que je penchais aussi intuitivement. Alors du coup, si on s'intéresse aux causes, et je pense qu'il y en a probablement plein, mais les principales que t'entends, que tu perçois, qui te sont remontées, ce serait de quel ordre ? Tu as 2 causes principales, si je dois en macro guider notre auditoire. D'abord, tu as la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un manager, il y a 10 ans, portait 2 transformations par an. Aujourd'hui, c'est 10 par an. Donc, t'as tout simplement pas fini d'en expliquer une, que t'en as une autre qui arrive. Et ça, tout le monde le vit. On voit bien, depuis le Covid, on a eu des successions de transformations qui sont venues se rajouter et qu'on voit bien. C'est autant un changement d'outil qu'un réajustement de business model parce qu'on est tombé dans ces logiques de permacrise, que un nouveau produit à lancer sur le marché pour s'adapter. Et donc, les managers sont forcément le relais de tout ça. Et c'est difficile. T'es pris entre la redescente d'informations de ton COMEX, de ton CODIR, et les gens qui disent je comprends pas et c'est quoi les prios et comment je fais. Entre le marteau et l'enclume, c'est le sentiment a priori qui est véhiculé. Ouais. C'est ça. Et deuxièmement, tu as l'évolution des attentes des collaborateurs, malgré tout, où avant, le management, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs, pouvait fonctionner. Aujourd'hui, les managers sont bien conscients que les lignes de crête sont hyper difficiles. Les aspirations des équipes, les risques psychosociaux, encore ce midi, je parlais de ça avec une de mes clientes. Dès que tu fais un feedback de recadrage, tu risques de tomber sur le côté harcèlement, d'avoir un arrêt maladie. Bref, le rôle des managers s'est complexifié, honnêtement, et voilà, tout le monde le comprend. C'est intéressant ce que tu dis au sujet des attentes. Alors, le côté complexité du rôle, nombre de transformations apportées, etc., ça, je pense qu'on en est bien conscient. Le côté, peut-être, exigence qui change côté collaborateur. Alors, il y avait peut-être effectivement le rapport de force où avant, peut-être il y avait moins d'écoute, entre guillemets, de la part du manager et on se disait que de toute façon, les gens allaient rester. Il semble y avoir, entre guillemets, plus d'attentes et d'éducation autour de qu'est-ce qu'un bon manager et qu'est-ce que je devrais attendre de mon manager. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ? Oui, par exemple, on a beaucoup parlé des managers toxiques. C'est quand même des choses qui ont fait parler d'eux sur la toile. Très bien, parce qu'il y avait un certain nombre de pratiques managériales délétères dans lesquelles on se complaisait aussi parfois dans les organisations. Mais si on parle de balancier ou de curseur à nouveau, parfois le curseur c'est beaucoup trop décalé et rien que l'exercice de la fonction managériale qui consiste parfois à dire t'es aux attendus, t'es pas aux attendus, et à constater des écarts, devient un manager toxique. Donc, Oui. Et ça a beaucoup bougé, je trouve. On a associé peut-être le comportement toxique à la personne toxique. Enfin, ça a pris des proportions peut-être un peu grosses, alors que c'est des situations qu'on peut retrouver chez n'importe quelle personne, peu importe le lien hiérarchique. Enfin, nous, on accompagne beaucoup de managers, et je pense que tu dois le voir, qui eux-mêmes se sont sentis au bout d'un moment un peu harcelés par leurs équipes. Par leurs propres équipes, bien sûr. Quel est le risque ? Alors, c'est vrai que tu arrives aujourd'hui avec quelque chose que j'avais pas encore vu, mais je trouve qu'il y a vraiment une orientation intéressante pour le futur, qui est que peut-être des viviers qui vont se retrouver moins remplis par rapport à des rôles managériaux. Quel est le risque, à ton avis, pour les entreprises là qui se dessinent à court, moyen, long terme, lié au fait que ce rôle est moins attractif ? Je parlais en introduction des plans de succession. Déjà, assez basiquement, tu as une courbe démographique et un certain nombre de secteurs d'activité où ils regardent ce qui va arriver dans les 10 prochaines années et ils se disent « Waouh !» Mes managers, en fait, peut-être que 70% d'entre eux ne seront plus là dans 10 ans. Et j'ai pas le vivier du tout qui a envie de prendre ces fonctions-là. Jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise libérée, donc sans chef, n'est pas devenue la norme. Donc on a besoin de gens qui ont envie d'endosser ces responsabilités-là et de jouer ce rôle de ciment du collectif quelque part, parce que c'est aussi ça d'être manager. Et le risque assez basiquement, c'est de se retrouver à avoir des fonctions vacantes. Ça devient un métier. Est-ce que ça devienne un métier en tension ? Tu vois, il y a plein
de métiers en tension, que ce soit dans l'artisanat ou dans des métiers ultra pointus, en tech, etc., pour lesquels sans doute le type de programme que tu déploies est fait, on va se retrouver, et moi je le vois déjà chez mes clients, à devoir repenser les critères d'accès à des programmes talents en disant attends, est-ce qu'à l'entrée ils ont envie d'être manager? Parce que maintenant je prends que des gens qui ont vraiment envie d'être manager. Ouais, c'est hyper intéressant, et on va peut-être migrer vers cette question de quels sont les critères d'entrée, comment on identifie la relève pour demain. Mais avant ça, je serais curieuse d'avoir un cas concret, si tu peux nous en citer un de, j'en sais rien, secteur dans lequel tu as eu cette conversation déjà, et peut-être d'entreprise qui serait déjà en train de repenser l'approche. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans des métiers d'expertise. L'assurance, par exemple, la banque assurance. En plus, tu vois, la banque, historiquement, faire carrière, avec des parcours assez bien fléchés, finalement. On commence à y souffrir. L'assurance également. L'assurance, en plus, on a fait beaucoup de parcours de leaders d'expertise. Les actuaires, tous ces métiers-là qui sont des métiers à haute valeur d'expertise, on s'est dit on peut pas continuer à perdre des excellents experts pour gagner de mauvais managers. Donc on va les valoriser, les chouchouter. Tu vas dans les départements des risques, etc. Voilà, t'as que des gens qui ont envie de rester des experts maintenant. Et à la fois, je dirais, je trouve que c'était très bien parce qu'il y a un moment où on s'est retrouvés, et c'est ce que tu décris, mais dans beaucoup d'entreprises avec des managers qui étaient excellents dans le rôle précédent, et notamment dans le rôle d'experts, et qui sont devenus vraiment des très, très mauvais managers avec un impact sur eux finalement, et même leur épanouissement, ce qu'ils pouvaient apporter, mais évidemment sur leurs équipes. Donc je pense que c'est à la fois un grand soulagement que de se dire il y a peut-être des personnes qui vont moins aller là-dedans s'ils n'ont vraiment pas l'appétence, la fibre, etc. Et en même temps, il va falloir regarder comment est-ce qu'on fait bouger quand même le curseur. Moi, je perçois qu'il y a un sujet sur l'identification, la détection. Effectivement, nous, avec Authentic Talent, en amont de programmes talent qui visent justement peut-être parfois à préparer des gens dans des cursus managériaux, à regarder finalement qu'est-ce qui les drive vraiment, est-ce qu'il va y avoir de l'appétence autour du fait de prendre soin des autres, être finalement aussi dans le rôle de chef d'orchestre, de développement, de coach, etc. Qu'est-ce que toi t'observes sur ce qui se passe aujourd'hui chez tes clients dans l'identification des futurs managers? Déjà, je pense qu'une des pistes de solution, ça va être de renverser un petit peu la table. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, comment sont détectés les talents et comment sont promus les gens dans la plupart des entreprises, c'est encore ces comités, n'est-ce pas? Voilà, ces fameux comités, où tu vas avoir des managers qui ont un minimum d'influence, qui vont dire lui, des RH qui vont dire ok, et ça va se faire comme ça dans cette forme d'entre-soi aussi. Il faut se dire les choses, où les critères sont toujours les mêmes, la manière de regarder sont toujours les mêmes, et on passe en réalité à côté de plein de talents qui sont pas identifiés parce que pas au bon endroit, pas parfois assez politiques, trop introvertis, pas assez visibles, donc il y a un sujet que moi j'essaie d'amener chez mes clients qui est oser renverser un petit peu la manière de détecter les talents. Et je suis pour, j'appelle de mes vœux, tu vois, qu'on fasse des campagnes de communication déjà pour revaloriser le rôle managérial. Moi, j'aime bien dire c'est un métier à impact. Tu vois, on n'arrête pas depuis tout à l'heure se dire c'est compliqué, c'est dur, etc. Si on entretient uniquement ce récit-là, on va continuer à décourager les gens de venir dans la fonction managériale. Tu vois, là, on nourrit un peu le problème. On est entre nous, entre professionnels des RH pour décrypter le sujet, mais dans les entreprises, on a besoin de commencer à construire aussi un autre récit pour pas se laisser avoir par le sujet, et ça passe par dire c'est un métier à impact. T'as ce chiffre, c'est une étude assez récente, je sais plus chez qui, mais qui dit que ton manager a autant d'impact sur ta santé mentale que la personne avec qui tu vis. Oui, j'avais entendu ce point-là, c'est fort, hein. C'est fort, ouais. Et donc, quand tu vois ça, tu peux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est, tu vois, il est toxique. Si je vais pas bien, c'est à cause de lui. Le verre à moitié plein, c'est en tant que manager, tu as vu le rôle que je joue dans la vie des gens. Tu as vu, en fait, la manière dont je fais mon métier, le rôle que je joue dans ta vie, juste en étant ton manager, c'est un métier à impact. Donc déjà, il y a ce besoin de raconter ce récit-là pour redonner envie d'y aller pour des bonnes raisons, et de demander aux gens de lever la main
qui se sent la fibre en fait, qui a envie, parce que sur ces métiers-là, là où il y a une envie, il y a un chemin, et l'inverse est absolument vrai également. Ouais. Donc voilà, je serais pour aussi qu'on ait ces campagnes où tu lèves la main et tu peux en tant que collaborateur dire vous aviez pas pensé à moi, mais en fait j'aimerais bien. Ouais. Et ça c'est un vrai changement, je trouve, d'approche, parce qu'aujourd'hui dans la plupart des entreprises, la façon dont tu identifies les futurs managers, c'est effectivement plutôt dans des people reviews, dans des comités qui sont du coup par définition hyper alimentés par et de la politique, mais aussi de l'apparence, en fait, la capacité des gens aussi à sortir du lot, à se faire connaître, etc. Comme tu disais tout à l'heure, tu peux avoir des talents qui sont juste peut-être beaucoup plus discrets, qu'on repère beaucoup moins facilement, mais qui vont avoir l'appétence et finalement peut-être le potentiel à devenir des bons managers demain. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça résonne aussi comme une erreur de reproduction de modèle. C'est-à-dire que pendant des années, on se disait que le manager, c'était le mec un peu charismatique, qu'on entendait de loin, qui savait bien parler, qui allait avoir le côté un peu cheerleader, etc. Et donc, par définition, ça posait pas de souci d'aller identifier les gens un petit peu visibles dans l'organisation. Aujourd'hui, tu confirmes que finalement, il peut y avoir beaucoup de potentiel chez des gens qui ont d'autres attributs que ce modèle à l'ancienne. Bah oui, tu vois, c'est quoi aujourd'hui les compétences qui te permettent d'être un bon manager ? Transmettre une vision, faire courroie de transmission d'une vision et la traduire en action concrète. Ça, ok, on en parle depuis longtemps, mais maintenant le grand enjeu, c'est d'être capable de reprioriser en continu avec tes équipes. Tu vois, de pas juste rajouter au millefeuille, mais de savoir quoi enlever et comment alléger la vie de ton équipe et comment simplifier en fait de la complexité. C'est d'être capable d'avoir une écoute ultra fine et d'être un peu bon psychologue quand même aujourd'hui. Ouais. Tu vois, de trouver cette ligne de crête de l'intime qui s'invite au travail et de comment tu trouves ton juste positionnement pour maintenir de l'engagement. C'est parce que j'arrête pas de dire plus on met du care, plus il faut de courage managérial, donc plus il faut de capacité à tenir des lignes collectives, à recadrer même ton top performer, parce qu'en fait en termes de valeur et de culture on n'y est pas. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on s'est un peu noyé dans le côté bienveillance, je trouve, et le care à l'extrême. Et finalement, aujourd'hui, j'entends des entreprises qui font un peu volte-face en disant « Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de conversation courageuse, etc. » C'est comme si on avait cherché un extrême en oubliant l'autre. Ouais, alors que c'est les deux facettes d'une même pièce, comme toujours, en fait. Prendre soin des gens, c'est aussi être capable de les protéger, de protéger ton collectif de comportements qui seraient dysfonctionnels. Donc, ça demande d'être capable de prendre ces décisions courageuses. Un bon manager aujourd'hui, pour continuer à tirer un petit peu le fil, c'est d'être capable de dire quand il sait pas, tout en étant rassurant, d'encourager les erreurs et l'expérimentation, de développer les talents, l'autonomie, etc. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'être un guéluron qui entraîne les foules et qui monte sur la scène ? C'est peut-être pas le premier critère. C'est peut-être pas le premier critère. Ouais. C'est passionnant. Tu parlais tout à l'heure de changer de récit. Et effectivement, si on a envie de créer un chemin pour les prochaines années qui soit pas, pour moi, l'erreur, ce serait de recréer une attractivité un peu faussée en peignant que le côté lumineux du tableau. Mais ce serait quoi, selon toi, les autres leviers qu'on pourrait actionner pour, malgré tout, recréer de l'envie, en tout cas chez les personnes qui ont l'appétence qui va avec? Peut-être qu'un deuxième élément, c'est une bonne question, parce que j'insiste beaucoup sur ce récit et cette logique de métier impact, mais peut-être qu'un deuxième élément, ça pourrait être, t'es pas obligé d'être manager toute ta vie. Tu vois, c'est pas, on n'est plus dans ces logiques de carrière linéaire, et c'est pas soit je deviens expert, soit je deviens manager. Donc je peux aussi me dire que pour cette tranche de vie, je vais faire ça et que voilà, je reviendrai dans l'expertise ou je repasserai à autre chose. Voilà, c'est une aventure parmi d'autres dans ma vie professionnelle et je peux la tenter. Ça, c'est passionnant, parce que de temps en temps, c'est vu un peu comme un échec. C'est que t'as managé combien de personnes et aujourd'hui, t'as une équipe de combien, et t'as l'impression que vraiment, c'est hyper ancré. Plus t'as de gens à encadrer, plus t'es successful. C'est marrant. Vendredi, là, je faisais une intervention et pour faire connaissance avec mes participants qui étaient managers, je leur demandais combien ils avaient de personnes dans leurs équipes. Et la première personne qui répond, elle me dit 3, mais en fait, avant, j'avais tel poste et je manageais tant de personnes. Et ça illustre ça. Bien sûr. Moi, je m'en moquais. Je voulais juste savoir aujourd'hui combien de personnes il y avait dans son équipe pour avoir le périmètre d'action, quoi. Ouais, c'est édifiant. Donc ouais, ça comme deuxième pilier. Est-ce que j'en vois un autre comme comment, c'est quoi ta question? Oui. Quel levier pour recréer de l'envie, en tout cas dans la durée? Ouais.
Et après, moi, j'en reviens quand même aussi souvent au rôle modèle. Pour donner envie, on a besoin de s'identifier à des rôles modèles. Ouais. Tu vois, tu redonnais le stéréotype du manager, c'est celui qui parle bien et qui est très politique. Bah, montrez-moi un manager qui est plutôt un introverti, assez discret, qu'on voit pas beaucoup, mais qui a des résultats extraordinaires en termes de performance et sur l'engagement de son équipe. Montrez-moi un manager qui a 24 ans et à qui on a fait confiance tout de suite et en fait qui fait des miracles parce qu'il a la fibre. Montrez-moi quelqu'un qui a à l'inverse 55 ans, qui a été expert toute sa vie et qui finalement se dit allez, pour mes 10 dernières années à bosser, j'ai envie de tenter l'expérience et pour qui ça se passe bien. Enfin voilà, d'autres rôles modèles aussi pour qu'on puisse se projeter dans ces histoires. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, effectivement, d'autres types d'histoires, pas juste, parce que quand on pense rôle modèle, on pense le manager exemplaire, etc. Bon, évidemment, on va pas prendre des modèles de managers qui ont des impacts désastreux, mais effectivement, le côté histoire de vie ou parcours différents, des gens qui y sont allés, qui y sont revenus, qui y sont allés sur le tard, entre guillemets. Ça, je pense que c'est des choses qui manquent et il y a peut-être, je sais pas si tu le vois, mais moi, je m'aperçois que dans certains secteurs, où historiquement, traditionnellement, la culture managériale est pas hyper mature, voire pas excellente, j'entends que c'est d'autant plus difficile d'attirer des gens parce que la seule chose qu'ils associent au rôle managérial, c'est le mec qui les manage depuis 15 ans et qui les terrorise, en fait. Donc, exactement. Donc ça donne pas du tout envie, je pense, hein, en tout cas à certains, et d'aller repérer peut-être des personnes plus discrètes dans ces organisations, mais pour raconter des histoires, ça me paraît être quelque chose finalement de pas très coûteux, facile à mettre en place, assez pragmatique. Un petit podcast, par exemple, voilà. Tu vois, qui les interviews. Ouais, merci pour ces éléments, parce que je pense que voilà, ça donne 2-3 éléments assez concrets à tirer. Et puis l'autre point qu'on avait discuté la semaine dernière ensemble et qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est les personnes, une fois qu'elles sont en poste, dans le meilleur des cas, on les forme à être manager. Dans la plupart des cas, on estime que ça devrait s'improviser et se faire tout seul. Et ensuite, il y a quand même aussi un espèce de débrouille-toi, de flottement. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on devrait aussi soutenir les managers dans leur rôle ? Alors déjà, moi j'aime bien parler d'expérience manager aujourd'hui. On a beaucoup travaillé l'expérience collaborateur, on a créé des directions de l'expérience collaborateur, etc. Aujourd'hui, on a un enjeu à tirer le fil sur l'expérience manager. Ça commence par comment on donne envie d'accéder à la fonction, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ensuite, il y a peut-être comment on entretient le vivier de gens qui ont envie et qui ont levé la main avant qu'il y ait le poste, parce que voilà, hein, parfois ça reste la réalité malgré tout. Et tu peux animer des communautés de wannabe managers. C'est génial, ça. Avec pardon, pour les préparer. Pour les préparer, pour les nourrir sur certains aspects du métier. Et pareil, t'es pas obligé de faire quelque chose de très coûteux. Tu peux avoir des managers en poste qui viennent raconter quelque chose. Tu peux avoir poussé un petit peu de contenu, etc., etc. Ensuite, quand ils sont nommés managers, l'accompagnement il doit démarrer dès le moment où tu sais que tu vas prendre le poste et pas comme ça se passe encore beaucoup de fois. Une fois que tu l'as pris. Une fois que tu l'as pris depuis 1 ou 2 ans, parce qu'en fait, c'est le moment où il y a une promotion de nouveaux managers qui démarre, donc vas-y. En effet. Ça, je sais que parfois, c'est des contraintes opérationnelles dans les entreprises de lancement des promotions. Mais voilà, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre dans vos parcours primo manager les gens qui vont prendre le poste dans 6 mois, et vous le savez déjà. En fait, vaut mieux quelque part le faire dans ce sens-là que l'inverse, les mettre 6 mois trop tard. Je crois qu'on a parfois peur d'investir trop tôt sur les gens et que le truc se perde, alors qu'en fait, ça crée de la sensibilisation peut-être. Je sais pas ce qui freine à ce niveau-là, mais ça paraît presque évident quand tu le dis, le côté... Oui, c'est des questions... Enfin, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a un frein financier parfois. Et encore, honnêtement, moi, je trouve que parfois... ça arrive quand même très souvent qu'on ait besoin de compléter les probos. Donc, tu rajoutes les 3-4 personnes, ça change pas grand-chose. Et après, il y a un frein juste mental. Tu sais, nos barrières mentales, on a toujours attendu que les gens soient managers pour les former. Donc, juste, on fait pas le petit pas de côté qui peut faire la différence. On a peur que ça crée de l'attente et que la personne attende un job demain matin alors qu'il est peut-être pas encore libre. Enfin, il y a peut-être plein de petites idées parasites. Exactement. Et après, dès lors que t'es clair, il n'y a pas encore le poste, mais en fait, on y croit. On pense que tu as raison d'avoir envie d'aller dans cette trajectoire. Nous aussi, on reconnaît en toi des compétences pour prendre ce poste-là.
On pense à toi, c'est ça le message que t'envoies dès qu'il y aura un poste. Donc voilà, on commence à te nourrir et à te mettre en position. Et puis, ce que tu apprends en formation de management, même si t'es pas encore management, tu peux le pratiquer dans ta collaboration transverse. Hein. Et oui, c'est pas perdu du tout. Au contraire, tu commences à pratiquer déjà dans une zone un peu safe, donc tant mieux. Et après, une fois que tu es manager, trop souvent, aujourd'hui, tu vas avoir ton parcours, enfin c'est très normé, hein, l'expérience dans beaucoup de grosses boîtes de TI qui sont nos cœurs de clientèle. Tu as ton parcours primo manager. Éventuellement, quand tu deviens manager de manager, il y a un autre parcours. Selon les boîtes, ils peuvent être assez longs et touffus, ces programmes managériaux-là. Donc, pendant 1 an, tu vas te faire 2 jours de formation par mois, quasiment, pour certains. Ouais, c'est souvent vécu comme une contrainte au final, en fait. Quand ça tombe en même temps qu'une prise de poste et que tu dois en plus faire ta légitimité auprès de ton équipe, etc. Il y a des moments où c'est presque contre-productif. Ouais, et puis après, t'as plus rien. Alors que réduire un petit peu, en plus, tu peux pas tout assimiler. Tu vois, t'as un peu besoin quand même de progressivité. Moi, si je te donne toutes les clés pour parfaitement faire preuve de courage managérial en toute situation avant que tu aies pris la fonction, il y en a les 3/4 que c'est pas encore assez concret pour toi, tu vas oublier. Donc, tu as plutôt besoin derrière de jalonner le parcours régulièrement pour animer et faire vivre ta communauté managériale et ton apprentissage, plutôt que de penser ces gros blocs très coûteux. Et c'est aussi ça, tu sais, qui freine, ça rejoint ta question, ça me freine d'investir sur toi parce que t'as vu, c'est 8 jours, c'est 10 jours. C'est énorme. Alors qu'en fait, si c'était 3-4 plus des petits points de codev, c'est plus facile de t'intégrer dans ce dispositif-là. Et moi, je dirais, en complément, tu peux pas... t'as besoin de permettre aux managers de s'auto-évaluer ou de se faire évaluer régulièrement sur où ils en sont dans leur posture pour derrière avoir des plans un peu chirurgicaux, quoi, d'aller personnaliser et travailler uniquement sur les sujets dont ils ont besoin, quoi. Oui, et ça effectivement, enfin j'y crois beaucoup, je suis un peu parti pris, mais moi ma vision c'est que il y a quand même beaucoup de leviers à actionner pour développer ton impact en tant que manager, et que le fait de très bien se connaître, de comprendre comment on fonctionne, ce qui nous drive, ce qui guide nos choix, ce qu'on va valoriser chez nos collaborateurs, tous nos biais, etc. Plus tu te connais, plus derrière tu es capable de travailler de façon très intentionnelle sur peaufiner tes forces et gommer 2-3 dommages collatéraux. Donc je trouve que l'assessment en combinaison avec des programmes de développement managérial, c'est hyper puissant. Et en même temps, je rejoins ce que tu dis, il y a des moments où c'est des investissements colossaux pour les entreprises que de transformer la fonction managériale. J'entends que ton premier point, en fait, pour arriver à des programmes qui ont plus d'impact, c'est peut-être de séquencer, de faire peut-être, si je comprends bien, moins mais mieux et plus étalé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu identifies pour améliorer finalement l'impact de ces programmes de développement managérial ? Nous, on est très partie prenante de micro-actions. D'accord. Donc, c'est un peu le fil rouge de ce que je te dis, c'est le less is more, quoi. Mettons moins, mais assurons-nous que ce qu'on transmet, c'est ce dont les gens ont besoin et qu'ils vont le mettre en œuvre concrètement en situation de travail. T'as 12% des formations en management qui se traduisent en changement de comportement concret. Okay. Hein. Donc, quand tu vois le coût par participant et le ROI, l'addition, elle est vite faite et ça fait mal. Donc, je pense qu'il vaut mieux redimensionner et en revanche que chaque participant prenne des engagements extrêmement concrets sur voici ce que je vais mettre en œuvre et que tu aies ce soutien du groupe pour s'assurer que sur les 3 points où tu t'es dit j'ai envie de progresser, j'ai envie de changer mes habitudes, tu le fasses. Ça améliore l'impact. Donc, c'est plutôt du design de programme, tu vois, sur quoi tu mets l'emphase. Et ensuite, c'est un petit peu connexe ce que je vais te dire, mais moi, je m'amuse toujours de constater la corrélation entre le manager qui dit je n'ai rien à apprendre et les feedbacks que nous avons de son équipe concernant son mode de management. Donc, comment on amène une culture où avoir des points de développement en tant que manager, c'est ça qui fait de toi un bon manager. Et c'est ça qui est valorisé et pas l'inverse, tu vois. Ouais, ça, c'est un sujet aussi, ce qu'on a parlé de primo manager et de comment on facilite la transition dans ce rôle-là. Je pense tout comme toi, je vois des entreprises dans lesquelles les gens, ils sont managers de managers depuis des années et ils se sentent finalement aussi beaucoup en zone de confort et t'as un énorme angle mort sur là où ils sont réellement. Comment est-ce que tu
Comment est-ce que tu accompagnes aujourd'hui des entreprises pour bousculer un petit peu c'est de la posture, quoi. Oui, déjà, ça dépend du niveau de lucidité. On en a. Je pense qu'une partie de ça est plus. Tu es plus experte que moi sur la partie assessment et aider les gens avec des méthodes très très rigoureuses pour identifier leur blind point. Hein, tu vois ce que je ne vois pas de moi. Nous, on va le faire à un niveau un petit peu en dessous, je dirais, des comportements. Donc, on va essayer d'amener c'est quoi les comportements qui sont attendus aujourd'hui et dans quelle mesure et à quelle fréquence je les mets en œuvre dans mon rôle managérial. Et en redescendant sur ces niveaux ultra concrets, c'est plus difficile de dire oui, je fais, alors que, tu vois, si je te dis, est-ce que je fais des one-one avec les membres de mon équipe au moins tous les 15 jours? Oui. Montre-moi ton agenda. Est-ce que je vais pas regarder, mais je veux dire, c'est quand même factuel. Ils y sont ou ils en sont pas. Dans quelle mesure je décide dans ces one-one où j'aide mes équipes à prendre des décisions. Pareil, si tu es un petit peu lucide à regarder ce qui se passe et c'était quoi les derniers ordres du jour et qu'est-ce qui s'est passé, bon, on arrive un petit peu à faire prendre conscience de où sont mes forces et où sont mes points d'attention. Et nous, on va vraiment plutôt travailler déjà dans une démarche appréciative, comme on travaille en collectif, c'est sur quoi je pense que je suis particulièrement bon aujourd'hui et que je pense que je peux nourrir mon collectif managérial. Okay. Et une fois que tu as mis en lumière aussi là où tu penses que tu es bon, c'est plus facile de se dire aussi sur quoi j'ai besoin peut-être de me développer. D'accepter cette face-là aussi. Et après avoir entendu tous les trucs où les gens te disent qu'ils sont bons, par effet miroir, c'est aussi moi je le fais pas si bien, tu vois. C'est une clé intéressante que tu touches ici, c'est en étant suffisamment concret à la maille du comportement. Exactement. Parce que les modèles, on en avait parlé, mais les modèles de leadership des entreprises vont te donner des grandes guidelines très inspirantes sur ce qu'on attend en termes de leadership et de management. C'est toujours facile de se raconter, si on a envie de se le raconter, en tout cas qu'on correspond à peu près aux attendus. Et quand tu arrives effectivement avec quelque chose d'entre guillemets de beaucoup plus factuel, beaucoup plus tangible et beaucoup plus fin, j'imagine que ça doit vraiment aider la prise de conscience. Oui, tu vois, par exemple, nous, on se connaît par un club d'entrepreneurs. L'exemple qui me vient est issu de ce club. Je me rappelle quelqu'un qui raconte, moi, je fais régulièrement une semaine où je prends 0 décision dans ma boîte. Et je me rappelle avoir entendu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Du coup, j'en suis très loin, tu vois, par comparaison sociale, de me dire dans quelle mesure, moi, dans ma boîte, dans mon rôle de dirigeante, je vais jusque-là dans laisser de la latitude, dans être dans cette posture de manager coach, parce que c'est, dirigeant coach en l'occurrence, j'en suis loin. Mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a donné un point de repère concret. Une semaine, tu vois, c'est délimité dans le temps, c'est précis, sans prendre aucune décision, que je me rends compte que c'est pas ce que je fais. Et c'est aussi parce que tu l'entends d'un de tes pairs que par moment ça peut avoir un impact différent. Donc du coup, c'est un peu j'imagine l'illustration de l'intérêt d'avoir à la fois de la formation, à la fois de l'animation de réseaux de communautés de pairs, codev, etc. Que tu peux aider les gens en fait, c'est l'ensemble. C'est ça, nous ça devient nos méthodes pédagogiques, tu vois, c'est des fondamentaux et quelque part on va pas aller chercher comme toi tu vas pouvoir faire en assessment de l'exhaustivité. Je suis dans un parcours de développement assez poussé, il faut que j'identifie très précisément où je suis bon, où je suis moins bon, ça va m'aider peut-être à me projeter dans mon parcours professionnel plus à droite, plus à gauche, etc. On va chercher de manière assez pragmatique à se dire ok, cette année sur quoi je m'engage à progresser, tu vois. Ouais, de façon ultra ciblée. C'est passionnant. Moi, ça me permet de reprendre conscience de l'intérêt peut-être de vraiment de mixer l'ensemble des approches et puis en étant un tout petit peu moins ambitieux, mais du coup avec peut-être plus de chances d'atteindre ses objectifs. Je reviens sur le less is more et notamment lié à une problématique que je vois souvent, c'est-à-dire que très souvent dans des ambitions de développement du management, je vois qu'il y a des entreprises qui visent assez haut avec des référentiels assez larges. Comment est-ce que tu vas aider des entreprises à peut-être prioriser, choisir? Est-ce qu'il y a des dimensions sur lesquelles tu vas recommander en priorité, j'en sais rien, pour des primo-managers? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 fondamentaux sur lesquels tu vas souvent essayer de mettre l'accent? C'est quoi ta stratégie, en fait, quelque part, pour aider à faire le choix de ce qui est le plus prioritaire? Ça m'évoque plein de choses. Déjà, c'est référentiel. C'est très bien. Ça donne un cap, ça donne une vision.
Mais s'il vous plaît, arrêtez de passer des mois et des centaines de milliers d'euros pour accoucher d'une souris. Je sais, en plus, en ce moment, dans beaucoup d'entreprises, c'est en lien avec les enjeux dont on parle. Il y a tellement de sujets et d'enjeux il faut revoir le modèle de leadership. Voilà, on va pas changer la face du monde. C'est aussi des sujets politiques, etc. Mais une fois que tu as accouché de tes dimensions managériales, honnêtement, on va se dire les choses. Ça fait doucement rire tout le monde dans les équipes pour dire, haha, tout ce temps et tout ça pour ça. Et donc maintenant, so what? Voilà. Bon, ça, c'est mon petit coup. Tout le monde le sait, mais il faut quand même se le dire. Hein. C'est comme la raison d'être, tu vois, on a dépensé plein d'argent pour faire un petit peu de bullshit. Donc sachez que dans les dîners en ville, beaucoup de gens rigolent de ces référentiels de leadership. Voilà. Bien sûr. Mais pour autant, c'est bien de poser quand même sur papier des grandes directions. Oui. La question, c'est l'équilibre entre le temps et l'investissement passé là versus la transformation. Voilà. Et après, ce que j'aime bien plutôt dire, c'est une boussole. C'est une boussole, c'est un chemin à parcourir et vers lequel on doit tendre, et pas des cases à cocher et des modèles d'évaluation. Alors, ça veut pas dire qu'on a besoin à un moment donné de se poser la question on est bon, on n'est pas bon pour choisir des plans de développement, mais c'est un peu obligation de moyens, obligation de résultats peut-être le sujet. Si les managers le voient comme l'éval de l'année sur lequel après ils vont avoir leur prime, etc., ça va être hyper contre-productif. Et derrière, on n'a pas de justesse d'auto-analyse et d'engagement sincère de OK, c'est cette dimension-là sur laquelle il faut que je progresse. Et du coup, je suis prêt à le dire avec vulnérabilité quelque part, pour progresser. Donc il y a vraiment comment tu remets ça comme une boussole et comme une philosophie c'est normal que vous soyez pas au top sur toutes les dimensions. Personne ne l'est, vous savez quoi, même le meilleur de nos managers, il est pas au top partout. Donc c'est juste comment on progresse. Et après, dans le less is more et dans les choix, bah oui, soit je dirais t'as un petit peu deux chemins. Soit ce qu'on se disait tout à l'heure, comment j'identifie moi, quel est le sujet le plus important. Et donc, plutôt que de chercher à décliner, je vois souvent ça, tu vois, t'as ton nouveau référentiel avec 6 piliers et tu veux que tous tes managers passent sur les 6 piliers. Mais comme tu as un budget limité, tu vas leur faire des modules de 1h15 par pilier. Bien sûr. Voilà. Absolument. Mais tout le monde, on a coché la case. Un petit coup de vernis surtout. Voilà, on a bien coché la case. Donc peut-être que c'est juste de se dire vous allez passer que sur un pilier, mais un qui va avoir du sens et sur lequel vous allez passer un peu plus de temps et vous allez avancer en fonction de vos besoins. Ou alors c'est cette année notre enjeu d'entreprise aligné avec la stratégie, c'est je sais pas moi la culture de l'expérimentation. Faut qu'on bouge là-dessus et on fait passer tout le monde sur celui-ci et on utilise les gens qui sont bons pour pousser vers le haut, les gens pour qui c'est un axe de développement et on se concentre que sur ça. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de... Moins de vernis. Oui, puis il y a beaucoup de pression. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on oublie qu'on crée des modèles qui sont en fait quelque part, tu dis une boussole, pour moi, c'est un peu inspirationnel. C'est OK, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on a envie de dessiner de nos attentes de demain. Et quand tout d'un coup, t'essayes de faire passer tout le monde à travers l'évaluation de ce prisme, plus personne veut accepter que les gens qui ont été identifiés comme les talents de l'entreprise, en fait, correspondent pas tout de suite à un instant T à toutes ces dimensions-là. On prend ça comme un échec. Donc, je trouve que ça crée beaucoup de pression. Et à contrario, effectivement, le fait d'y aller step by step, c'est souvent beaucoup plus productif. J'ai une question. Si tu devais t'adresser aujourd'hui à une DRH qui n'observe pas encore le changement de paradigme dont on parlait tout à l'heure, à savoir cet effet de balancier qui s'inverse et donc cet effet où tout d'un coup plus personne n'a envie de manager, si finalement quelque part dans certaines entreprises les gens sont encore à devoir dire la seule voie n'est pas le management, etc. Quel conseil t'aurais envie de donner? Moi, je suis quand même assez pragmatique. Ne créons pas de problèmes. Enfin, on a tous bien assez de problèmes à résoudre pour pas créer des problèmes là où il y en a pas encore. Donc, la seule question que j'aurais envie de poser à cette personne qui se sentirait pas concernée, c'est êtes-vous sûr de vos angles morts? Voilà. Est-ce que vous voyez bien les sujets? Est-ce que vous avez les bons indicateurs? Est-ce que vous avez été bien regardé dans les recoins pour être sûr que vous êtes épargné par cette tendance? Et si vous l'êtes, tant mieux, j'ai envie de dire, ne commencez pas à essayer de résoudre un problème que vous n'avez pas encore. Le travail qui a été fait sur la valorisation des filières d'expertise, etc., même si aujourd'hui, pour certains, ça a, entre guillemets, un peu accentué le fait de « je peux très bien progresser sans être manager, donc allons-y », ça reste une bonne pratique selon toi? Oui, parce que c'est un « et ». Ce qu'on se dit, on voit bien, moi je suis une amoureuse de la nuance et de la troisième voie, donc à chaque fois qu'on pousse le curseur d'un côté, on se reprend à un extrême de l'autre.
Mais la réalité, c'est que tu as besoin d'experts et tu as besoin de donner envie à tes meilleurs experts de rester des meilleurs experts pour pas perdre tes bons experts et gagner tes mauvais managers, comme on a pu le voir avant. Donc, c'est important. Et à côté de ça, tu as besoin des managers pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des et c'est comment tu arrives à donner du sens à ces deux filières-là, à mettre en exergue c'est quoi les intérêts de ces métiers et les talents singuliers qui vont faire que tu vas être à ta place. Et on n'est pas tous pareils, heureusement. Merci. Quelle est l'idée, je vais te quitter avec cette question-là, quelle est l'idée reçue, répandue, communément appréciée autour du management que tu combats le plus ? Ah, c'est une bonne question. C'est un basique, mais en fait, ça reste très vrai. Manager, ça s'apprend pas. Manager, c'est inné. Bien sûr. C'est inné, voilà. T'as la fibre ou tu l'as pas ? Tu as la fibre ou tu l'as pas. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui que je t'ai pas posée par rapport au sujet qu'on a exploré ensemble ? Oui, je te parlais de la nuance, de la voie du milieu, etc. Et la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est Anaïs, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie entre les experts et les managers ? Anaïs, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie ? Et il y a un truc que j'aime bien, qui est ce concept du multi-management, que je vois dans plusieurs entreprises et que notamment Ludovic Giraudon, je sais pas si tu connais, qui est un expert en management, en a parlé. J'en ai fait un chapitre dans mon livre qui est sorti récemment, où tu as 38 idées concrètes pour engager vos équipes. Donc, je l'ai vu et je le recommande, absolument. Qui est sur l'évolution du rapport au travail et en conséquence, qu'est-ce qu'il faut adapter comme pratique. Et donc, Ludovic, on discute du multi-management. Comment, en réalité, ce qui rend le rôle managérial difficile, c'est aussi qu'on leur en demande beaucoup. Tu vois, il faut, dans beaucoup de boîtes, en réalité, transmettre les compétences techniques, organiser le travail, recadrer, être le rigolo de la bande pour motiver les troupes, etc., etc., tout ce qu'on s'est dit. Et beaucoup de choses, Ouais, et en fait, tu as des organisations, et je l'ai vu notamment dans des cabinets d'expertise comptable, par exemple, où les rôles sont plus segmentés. Et donc, ce qui est d'habitude sous la casquette managériale devient en partie sous la casquette du leader projet, par exemple, ou du leader expert, en partie remis dans l'équipe. J'en sais rien, moi, le Galuron qui organise la cohésion d'équipe, c'est quelqu'un qui a l'appétence et l'envie, qui est un collaborateur lambda de l'équipe, mais qui va prendre ce rôle-là. Et finalement, de distribuer un peu certaines casquettes qui, normalement, sont tous sur le manager, peut aussi donner envie à des personnes de prendre le rôle managérial parce qu'on enlève quelques casquettes. Sans avoir l'intégralité. Ouais, c'est passionnant, ça. Ouais, et il y a des modèles à inventer, tu vois, je pense notamment aux dirigeants d'une boîte qui s'appelle Xelia, Henri, qui, après avoir vécu l'histoire classique à un moment un petit peu de burn-out, de coup de chaud dans sa boîte, s'est dit, il faut que je change tout. Et en s'inspirant malgré tout des logiques d'entreprise libérée, de la crassie, pour en faire sa sauce, parce que tout le monde fait un petit peu sa sauce après sur ces principes-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a décortiqué en 7 rôles le rôle qui était avant au manager et avec une répartition au sein des équipes de ces 7 rôles. Alors, j'ai plus les 7, vous pourrez regarder ce qu'ils font, mais c'est un peu cette idée finalement, tu vois, et donc t'as la personne qui va organiser les plannings, t'as la personne qui va... Je dis pas que c'est une solution partout, mais c'est intéressant à explorer parfois. Non, mais c'est intéressant dans les contextes où c'est possible, parce que c'est parfois difficile de cumuler l'ensemble, et t'as des personnes où tu sens qu'elles pourraient vraiment avoir le rôle d'accompagnement prioritaire dont on a besoin, de transmission, etc., mais qui seront probablement beaucoup moins à l'aise pour la structuration de l'activité, etc. Et de temps en temps, tu fais une croix, entre guillemets, sur des potentiels parce qu'il y a une partie du tableau où t'as pas coché vraiment toutes les cases. Donc, c'est intéressant. Ouais, tu sais, ça me fait penser aussi parfois, moi, je pense dans la manière dont on structure nos équipes pour construire des trajectoires. Je sais pas, par exemple, dans les métiers du market et de la com, tu peux pas cocher toutes les cases du market et de la com. Donc, tu vas avoir des gens qui vont être bons en RP, en SEO et en content, tu vois. Et t'en as d'autres qui vont avoir 3 autres cases sur lesquelles ils sont bons. Alors bien sûr, une fois qu'on s'est dit ça, faut penser ton système plus globalement. Et si t'as pas un minimum d'harmonisation sur ce que tu cherches, c'est ingérable. Mais voilà, il y a peut-être une 3e voie comme ça pour tous ceux qui ont des difficultés à faire vivre ces 2 filières et à remplir malgré tout ces filières managériales à explorer. Et peut-être l'autre truc dont je t'ai pas parlé, qui est une autre des pratiques que j'ai identifié sur ma route. Là, on est dans des cabinets d'avocats, donc tu sais, c'est des métiers libéraux où ton KPI, c'est est-ce que tu as facturé assez de temps. Ouais, je connaissais bien. Et du coup, les managers, ils managent pas parce que leur seul KPI, c'est le temps passé à facturer au client. Donc voilà.
Sauf qu'ils se rendent compte que dans le monde moderne, y compris dans ces métiers libéraux, si t'as pas un minimum de temps de management, t'arrives pas à garder les talents, etc. Et j'ai vu des cabinets qui ont inversé leur KPI en disant si tu es manager et que tu ne passes pas au moins 30% de ton temps non facturé au client, c'est que tu fais mal ton job. Et ça, c'est génial, en fait. C'est vraiment mettre l'objectif derrière l'intention. Dans l'état de boîte, on te demande d'être un super manager, mais en même temps, tes objectifs ne sont que sur des critères autres. Donc, exactement. C'est génial, bien sûr. Donc voilà, 2 pistes concrètes que j'ai pu voir dans d'autres entreprises et qui peuvent vous inspirer si vous posez la question de comment résoudre le puzzle. Ouais. Merci beaucoup pour cette dose d'inspiration et je sais qu'il y a pas mal d'autres idées très concrètes dans ton bouquin qui peuvent amener une petite dose d'inspiration pour repenser un peu les modèles. Merci beaucoup Anaïs d'avoir passé ce temps-là avec nous et puis surtout sur je trouve un angle autour du management dont on parle assez peu et qui doit être vraiment intéressant à anticiper pour l'avenir. Merci pour ton invitation et tes bonnes questions.